Cette histoire se déroule sur 15 semaines, dans le Spitzberg, un archipel de l'océan Arctique. À 79 degrés de latitude nord, on est au-delà du cercle polaire. Le pôle n'est qu'à 1000 km. L'hiver, 4 mois de nuit permanente et des températures voisines de moins 40 degrés. L'été, un soleil omniprésent qui s'obstine pendant plusieurs semaines à rester au-dessus de l'horizon. Que de résistance il faut pour vivre ici. Très peu de nourriture, pas d'endroit où se cacher. Des voisins rares, mais souvent menaçants. La vie est chère à défendre aussi pour les prédateurs. Cet ours en est témoin. Chasser le phoque tient de l'épreuve de force, épuisante et hasardeuse. Cette année, un problème plus grave vient compromettre la survie de cette femelle. Il lui est impossible de chasser le phoque comme elle le fait tous les printemps sur la banquise, car la banquise n'est pas au rendez-vous. Elle qui, au sortir de l'hiver, a tant besoin de manger, que va-t-elle devenir sans son territoire de chasse ? Dans le gris ardoise d'un océan, une île déserte. Ses plages sont de glace, ses vallées intérieures enneigées presque toute l'année. Déserte ? Pas exactement. Mais le Spitzberg est de ces terres qui ne semblent pas faites pour la vie. Bien souvent, la seule chose qui anime ces paysages désolés est un blizzard aussi glacial que les températures. On appelle aussi cet archipel le Svalbard, le pays aux côtes froides. C'est le nom que lui ont donné ses découvreurs, les premiers vikings. L'archipel du Spitzberg appartient à la Norvège. C'est son territoire le plus septentrional, à mi-distance entre le cap Nord et le pôle, une poignée d'îles jetées dans l'océan Arctique entre la mer du Groenland et celle de Barents. L'ensemble des 9 îles couvre 63 000 km². Sur certaines d'entre elles, les sommets atteignent 2000 mètres et les 2/3 des terres sont constamment recouverts par les glaces et entaillées de fjords. La plus grande île, Spitzberg justement, est aussi la plus peuplée, si l'on peut dire. 2400 âmes pour 39 000 km². Ça laisse un espace confortable aux autres habitants comme Bine. En norvégien, ça veut dire l'ours, la mer ours. D'après les derniers recensements, il y a presque 3000 ours polaires dans l'archipel du Spitzberg. Les ours blancs, on le sait, ne vivent que dans les régions arctiques. Et ce coin-ci de leur royaume n'est pas le plus ingrat, mais tout de même. Sous un tel climat, la végétation est on ne peut plus succincte, donc la faune très réduite. Ce qui oblige les ours, exclusivement carnivores, à chercher leur proie ailleurs que sur la terre ferme.
Il fait nuit ici 24 heures sur 24 pendant près de 3 mois, d'octobre à février. Ça complique beaucoup les choses pour un chasseur. Mais l'ours polaire a sa façon à lui d'aborder ces défis. Pendant les mois les plus froids, Biene se règle sur le cycle de l'Arctique. Sans vraiment hiberner, elle a cette précieuse capacité de ralentir son métabolisme pour économiser de l'énergie. Une fois dans cet état plus ou moins léthargique, elle peut survivre jusqu'au printemps sans rien manger, à condition d'avoir emmagasiné suffisamment de graisse à la belle saison. En avril, l'hiver n'a pas encore lâché prise, mais Biene sort de sa torpeur. Elle est affamée. Elle se jettera sur le premier morceau de chair venu, comme ce jeune caribou mort de froid. Des charognes. C'est bien là tout ce que Biene peut trouver en attendant que le printemps lui permette de chasser. Ce changement de saison tellement vital pour les ours tarde à se faire sentir dans l'extrême nord. Pendant très longtemps, le paysage est toujours le même, un désert uniformément blanc et silencieux. C'est au large que les choses bougent. La glace de mer de l'Arctique commence à se disloquer en très grandes plateformes qui dérivent vers le Spitzberg. Cette glace dérivante s'agglutine à celle qui s'est formée le long des côtes durant l'hiver. Et cela donne une nouvelle banquise dérivante, le pack. C'est là-dessus que les phoques viennent mettre bas. Les ours retrouvent enfin leur terrain de chasse idéal. Des centaines de radeaux de glace entre lesquels ils circulent, se hissant à bord de ceux qui transportent une promesse de festin. Phoque barbu ou phoque annelé, surtout les jeunes, ces deux espèces constituent les 3/4 du régime des ours du Spitzberg. Mais ce sont des proies méfiantes et rusées. Au printemps dernier, Biene a mangé une vingtaine de phoques en l'espace de 2 mois. Elle a ainsi récupéré la graisse perdue au cours de l'hiver. On grossit vite à ce régime-là, car les phoques sont bardés d'une épaisse couche de lard. À la fin de ces agapes, elle pesait dans les 230 kilos. Si les ours se gavent avec tant d'ardeur, c'est qu'ils disposent de très peu de temps pour chasser le phoque. Quand l'été arrive, la banquise dérivante se dissout dans l'océan et les phoques retournent au large. Les proies qu'elle capture, Biene n'est pas la seule à s'en régaler. Il y a sur son territoire un voisin qui la suit partout et se dévoue bien volontiers pour nettoyer les carcasses qu'elle a délaissées. C'est un renard polaire, Ref en norvégien. Que pourrait-il chasser par lui-même dans la toundra gelée? Au début du printemps, il n'y a aucun oiseau, aucun rongeur, pas même un insecte. Ref ne peut que courir les occasions de manger à bon compte. Sur un phoque, Biene dévore surtout la graisse. Tant mieux pour Ref, qui, lui, préfère la viande. À eux deux, ils ont vite fait d'engloutir un pinnipède de 200 kilos. Seulement à chaque printemps, Biene et Ref doivent attendre pour partager ces festins l'arrivée de la glace dérivante.
Attendre des jours et des nuits dans cette atmosphère glaciale n'a rien d'une épreuve pour Ref. Sa fourrure est si chaude qu'elle le protège même par moins 60 ou moins 70 degrés. Pour éviter les déperditions de chaleur, il se couche en boule sur le matelas de sa longue queue touffue. Le territoire que partagent Binne et Ref se trouve sur la côte nord-ouest de l'île de Spitzberg, dans le Kingsfjord, la baie du Roi. Mais cette année, rien ne se passe comme d'habitude. Nous y sommes, le printemps est là, sur le calendrier tout au moins. Pourtant, ni l'ours ni le renard n'ont encore vu le moindre phoque. Il y a quelque chose qui cloche. Mars et avril ont été anormalement chauds. Et maintenant, mi-mai, la banquise flottante où Binne a l'habitude de chasser n'est pas là. Plus qu'un mois avant l'été. S'il y avait loin au large des fragments de banquise disloqués, il serait déjà arrivé sur le littoral du Spitzberg. Désastreuse pour les ours blancs, l'absence de banquise est plutôt bienvenue pour certains mammifères marins. Sans le plafond de glace qui complique leur accès à la surface, narwals et belugas retrouvent leur entière liberté de mouvement. La pêche redevient plus facile. Les belugas, Binne n'en a jamais attrapé. Pourtant, ils font officiellement partie du menu estival des ours. Disons que c'est un pis-aller. Et puis, chasser sous l'eau est autrement plus difficile que sur la glace. Pour l'instant, Binne reste sur son idée fixe, trouver des phoques. Elle a déjà vécu 3 printemps au Spitzberg. Les 2 premiers avec sa mère, qui lui a appris comment surprendre les phoques sur les îlots de glace où ils se reposent. La 3e année, elle a mis en pratique cet apprentissage et capturé son comptant de phoques. Cette 4e période de chasse s'annonce mal. Quatre semaines ont passé. Binne a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres le long du fjord. Toujours rien. C'est la première fois de sa vie qu'elle ne peut pas chasser le phoque sur son territoire. Son domaine est entouré de glaciers. Il couvre 60% de la superficie de l'archipel. Seulement, la glace de glacier d'origine terrestre n'est pas la même que la glace flottante sur laquelle chassent les ours. Les phoques se hissent sur d'énormes plaques uniformément plates, assez solides pour supporter leur poids et assez épaisses pour qu'ils puissent y aménager un abri ou cacher les petits. Voilà ce que Binne cherche vainement. Partout où elle porte son regard, il n'y a que des icebergs biscornus et les sommets enneigés de son île. Et nous sommes déjà en juin. À ce stade, plus question de compter sur la banquise et sur les phoques. Binne et tous les ours blancs du Spitzberg devront se contenter d'autre chose. Le soleil vient enfin à bout de la neige. La végétation a maintenant 2 mois pour s'épanouir. Avec un sol gelé 9 mois sur 12 et des vents permanents, ce ne sera jamais l'exubérance. Des lichens, des plantes rabougries, ni arbres ni arbustes. Rien qui puisse nourrir une faune abondante. Autour des îles, c'est tout l'inverse. L'océan foisonne de vie. Les belugas piochent dans d'énormes bancs de poissons. Les baleines franches du Groenland viennent se gaver de krill.
Passer l'été au Spitzberg, c'est ce que font aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs. Leur arrivée n'a pas l'air de laisser Binne indifférente. Elle va les suivre jusqu'à leur destination finale, à 110 km de là, jusqu'à Bjørndalen. Une trentaine d'espèces viennent nidifier dans la grande île au milieu d'un fjord. Ils bâtissent leur nid sur le rivage et n'ont pas à aller bien loin pour pêcher. Les sternes méritent un coup de chapeau particulier. Elles viennent d'Australie, d'Afrique du Sud ou même d'Antarctique, où elles ont passé l'hiver. Enfin, une partie seulement de l'hiver, puisque leur voyage dure en tout 4 mois. C'est la plus longue migration effectuée par des oiseaux. 34 000 km aller-retour. Autre migrateur fidèle au Spitzberg, les petits guillemots. 1 million de couples nichent sur les falaises. Sans se décourager, Ref a suivi Binne jusqu'à Bjørndalen. Il est en train de changer de tenue. Sa fourrure blanche n'ayant plus de raison d'être sans la neige, elle laisse place à un pelage bicolore, comme la terre, où s'attarderont tout l'été quelques plaques de neige. Son camouflage lui sera bien utile à Bjørndalen, puisqu'il est venu ici, comme Binne, pour chaparder des œufs aux oiseaux migrateurs. Ref part sans doute du principe qu'il faut profiter des rares instants où les nids restent sans surveillance. S'il n'a pas faim à ce moment-là, il enterre son larcin. Pour Binne, aucune chance de passer inaperçue avec sa corpulence et son pelage bien blanc. En plus, elle a une préférence pour les œufs de sterne. Or, les sternes sont plus acharnés que tous les autres oiseaux à défendre leur couvée. Finalement, elle arrive à faire abstraction des sternes et de leurs raids aériens pour engloutir en quelques minutes tous les œufs de ce couple. De quoi tromper sa faim, rien de plus. Les protéines des œufs ne remplacent pas la bonne graisse de phoque. Les glaces qui se retirent de plus en plus tôt et apparaissent de plus en plus tard, c'est un des symptômes tangibles du réchauffement climatique. Plus personne ne l'ignore, sauf les premiers concernés. 4 semaines d'été se sont écoulées. Il n'en reste plus que 7 avant le retour du froid et des nuits sans fin. À défaut de phoques, il va falloir que Binne trouve très vite, à l'intérieur des terres ou en mer, d'autres sources de calories. Binne compte avant tout sur son odorat pour détecter ses proies. C'est son sens le plus aiguisé.
Mais celui-ci ne l'a mise pour l'instant sur aucune piste. Ref a fini par se lasser de suivre l'ours. Il fait cavalier seul, sillonnant sans relâche les collines de Bjørndalen. Comme il a des goûts beaucoup plus éclectiques que Bine, il arrive tant bien que mal à se remplir l'estomac. Mais il aura bientôt d'autres bouches à nourrir. Il a rencontré voilà quelques semaines à Bjørndalen une renarde qui est sur le point de mettre au monde leur petit. Elle ne quitte plus sa tanière et compte sur Ref pour l'approvisionner. Comment pourrait-il se surpasser ? En capturant, par exemple, ce campagnol, heureux de profiter du grand air après tout un hiver passé au fond de son terrier. L'odeur de celui-ci est venue flatter les narines de Ref. Avec le campagnol, il n'y a qu'une approche possible, l'effet de surprise. Car une fois qu'il est en fuite, pas question de le rattraper. Ref va plutôt s'en tenir à la cueillette des œufs. Les guillemots viennent tout juste de pondre. À part pour ceux qui se font voler leurs œufs et doivent se dépêcher d'en produire d'autres avant la fin de la belle saison, les oiseaux qui séjournent ici ont la vie facile. Grand choix de niches dans les falaises, mer généreuse, température douce. Que demander de plus ? Cette chaleur anormalement élevée, 2 ou 3 degrés au-dessus de zéro, Bine a du mal à la supporter avec sa fourrure adaptée au grand froid. Le moindre mouvement lui demande des efforts d'autant plus pénibles qu'elle est à jeun depuis des semaines. Au lieu d'être déjà bien grasse, rassasiée de phoques, elle traîne un corps famélique à bout d'énergie. Normalement, quand l'été est moins précoce et la banquise au rendez-vous, voici comment se déroule la saison de chasse. Dès le milieu du printemps, des phoques annelés, les plus nombreux, s'installent sur la banquise. Ce sont le plus souvent des femelles venues mettre bas. Leur bébé demeure dans le terrier pendant plusieurs semaines, ne sortant que pour téter. Que la mère relâche son attention ou s'absente quelques secondes et son petit est perdu. Les phoques barbus sont autrement plus gros, mais paradoxalement plus difficiles à capturer. Ils vivent presque en permanence dans l'océan, ne faisant que des pauses assez brèves sur la banquise. Même les ours les plus expérimentés, ceux qui chassent depuis 15 ou 20 ans, manquent leur proie 9 fois sur 10. Parce que les phoques, si lourdeaux sur la glace, redeviennent souples et rapides comme des anguilles une fois sous l'eau. Ils semblent avachis, passifs, incapables de réagir alors qu'en réalité, ils sont constamment en alerte. Leurs moustaches perçoivent les vibrations les plus ténues. Et dès qu'un danger approche, ils disparaissent. Pas de moustache pour capter les ondes sur le museau des ours, mais un odorat si aiguisé qu'ils peuvent flairer une proie cachée sous 2 mètres de neige à plusieurs centaines de mètres, et une charogne gisant sur la glace à 10 km de distance.
Une fois au-dessus de la cachette présumée du phoque, il n'a plus qu'à donner un bon coup de boutoir. Autre stratégie, se mettre en embuscade devant un trou de respiration et attendre qu'un phoque émerge. L'ours est capable de patienter des heures, voire une journée entière. Toutes ces techniques de chasse aujourd'hui éprouvées résultent d'une adaptation relativement rapide. L'ancêtre de l'ours polaire n'est autre que l'ours brun, devenu exclusivement carnivore, pour ainsi dire par accident. Il y a 200 000 ans à peine, certains ours bruns ont migré, on ne sait pourquoi, vers les régions arctiques. Ils se sont trouvés isolés par des glaciers, avec pour seule source de nourriture possible des phoques. Et leur physique s'est adapté à ces nouvelles conditions de vie. Un cou plus long pour pouvoir mieux scruter la banquise, des oreilles plus petites, donc moins sensibles au froid, de longs poils aux pattes et entre les coussinets pour marcher sur la glace sans se geler les pieds. Les ours du Spitzberg, comme ceux d'autres régions arctiques, sont amenés aujourd'hui à parcourir des distances considérables sur un terrain tout différent. Binne est maintenant à plus de 100 km de son territoire et plus mal à l'aise que jamais. Le climat de Bjørndalen ne lui convient pas. Il y fait plus chaud que dans la baie du Roi, bien trop chaud pour un ours polaire. À quoi bon toutes ces adaptations au froid dans un monde sans glace? En plus des poils, leurs plantes de pied sont garnies de micro-cavités, des sortes de ventouses les empêchant de déraper sur la glace. Sur un terrain meuble, c'est au contraire un handicap. Leurs orteils palmés sont très utiles pour nager entre les plaques de banquise lorsqu'ils chassent le phoque. Mais en l'absence de banquise, et puis cette fourrure blanche qui les rend invisibles aux yeux des phoques sur la glace les transforme en points de mire sur les collines dépouillées de Bjørndalen. Leurs poils sont des tubes creux. Tels des miroirs se faisant face, ils réfléchissent la lumière solaire et la dirigent vers la peau. Une peau noire qui transforme la lumière en énergie thermique. On voit très bien ici à quel point leur fourrure est isolante. La seule déperdition de chaleur se situe au niveau du nez couvert de poils ras. Bref, une fourrure trop épaisse pour les températures singulièrement douces que connaît cette année le Spitzberg. En revanche, ces journées ensoleillées réussissent très bien aux oiseaux. La chaleur, la lumière permanente et le brassage des eaux provoquent dans l'océan une explosion de vie. Au large, des cachalots en exploration. Ces mastodontes de 27 tonnes ont suivi le Gulf Stream qui remonte le long de l'archipel. Ils sont encore plus gras que les phoques, mais 100 fois trop gros pour Binne. D'ailleurs, elles chassent rarement en mer. Même s'ils sont bons nageurs, les ours polaires ne peuvent rivaliser de vitesse et d'agilité avec les animaux marins. Parmi les questions que soulève le réchauffement accéléré de l'Arctique, il y a celle-ci. Sans banquise pour chasser le phoque, les ours auront-ils le temps, avant de disparaître, de s'adapter à d'autres proies? Tout l'hiver, les caribous n'ont mangé que des lichens et des écorces de bouleau. Maintenant que la toundra se montre plus généreuse, ils broutent au moins 15 heures par jour.
eux aussi doivent profiter au maximum de la belle saison. À ce rythme, ces deux-là auront pris au moins 20 kilos d'ici la fin de l'été. À moins que ce ne soit déjà fait. À force d'engraisser, ils deviennent poussifs. Heureusement, ils n'ont pas trop à courir dans le Spitzberg. Leur seul prédateur, le loup, est absent de l'archipel. Mais à présent, ils vont peut-être devoir compter avec les ours. Les ours ne les chassent que quand ils souffrent vraiment de famine, comme Binet aujourd'hui. Il n'y a plus que les caribous qui puissent lui fournir la graisse dont elle a tant besoin. Encore faut-il qu'elle arrive à les poursuivre. Les ours polaires sont des chasseurs rusés, patients, puissants, mais la course, ce n'est pas pour eux. Un surcroît d'effort par cette chaleur alors qu'elle est pratiquement à jeun, Binet pourrait en mourir. La faim va pourtant l'obliger à prendre le risque. Il fallait s'y attendre, les caribous l'ont très vite distancé. Il ne lui reste que 4 semaines pour s'enrober de graisse. Bientôt, les jours commenceront à raccourcir, annonçant la venue prochaine de la neige. Binet n'a plus de temps à perdre à Bjørndalen. Elle ne tardera pas à reprendre sa route. Il doit bien y avoir une proie pour elle ailleurs sur son île. Avant de quitter Bjørndalen fin juillet, Binet se repose à flanc de colline, à quelques kilomètres seulement des mines de charbon du Spitzberg. Presque toute l'année, les veines noires incrustées dans le relief des îles disparaissent sous la chape de neige. Mais le soleil d'été met entièrement à nu l'histoire géologique du Spitzberg. La maigre végétation ne cache rien des couches sédimentaires. De ces mines exploitées hiver comme été, on extrait par an près de 2 millions de tonnes de charbon. C'est d'ailleurs ce trésor qui a amené les hommes à installer des colonies dans l'archipel. Le territoire de Binet renferme la source même de ces problèmes. On sait que l'énergie fossile est principalement responsable du réchauffement planétaire.
Le charbon brûlé dans le monde entier produit du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui se concentre dans l'atmosphère en quantité beaucoup trop importante aujourd'hui pour que la Terre puisse les absorber. Une partie des rayons solaires qui devraient normalement être renvoyés dans l'espace en sont empêchés par cette épaisse couche de gaz, d'où le réchauffement de la surface terrestre. Dans l'Arctique, les températures se sont radoucies d'au moins 2 degrés au cours des 10 dernières années, alors que dans ce milieu bien plus fragile qu'il n'y paraît, un seul degré peut tout faire basculer. Parce que la glace cède de plus en plus de place à l'eau qui absorbe l'énergie solaire au lieu de la réfléchir, l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. En 8 ans, la banquise d'été a rétréci de 20%. Elle diminue aussi en épaisseur et se disloque plus tôt. Si le réchauffement se poursuit à ce rythme, tous les ours polaires vivront le même drame que Bineux. Sans banquise, pas de phoques. Sans phoques, impossible de subsister. Hélas, la disparition de la banquise n'est qu'un des dangers qui menacent les animaux des régions polaires. Il y en a un autre, invisible, sournois, qui les tue à petit feu. L'archipel du Spitzberg se situe sur le chemin des principaux courants aériens. Ces courants transportent des polluants atmosphériques provenant du monde entier et les déposent dans toute la région. Ainsi, l'écosystème des régions arctiques se trouve-t-il souillé de DDT, d'insecticides, de biphényl polychloré et autres poisons que les animaux terrestres ou marins ingèrent forcément. Au nombre des plus touchés par cette insidieuse intoxication, les carnivores, comme Ref. À la fin du printemps, sa partenaire a mis au monde 9 renardeaux. Ils ont peu de temps pour grandir, alors ils mettent les bouchées doubles. À 2 semaines déjà, ils étaient nourris avec de la viande régurgitée par leurs parents. 6 semaines plus tard, l'autonomie n'est pas loin. Les proies les plus faciles pour s'exercer à la chasse, les oiseaux de mer. Seulement, la chair de ces oiseaux est bourrée de polluants. Des études scientifiques l'établissent formellement. L'océan Arctique, la mer de Barents, la mer du Groenland qui entoure cet archipel sont parmi les plus pollués au monde. Certains courants océaniques remontent vers le nord chargés eux aussi de matières toxiques. Les poissons en ingurgitent en mangeant du plancton. Ces substances iront se fixer dans la graisse des phoques qui dévorent les poissons. Et l'on sait qui est au bout de cette chaîne alimentaire. Les pesticides ont un effet désastreux sur les organes sensitifs des grands ours blancs. Rien de nouveau pour Bineux. Aucune proie en vue, ni sur le rivage, ni au large.
Elle ignore encore que ce voyageur qui arrive en vue des côtes va peut-être lui sauver la vie. Plus que 2 semaines avant que le soleil ne reprenne ses quartiers d'hiver derrière l'horizon. Bineux poursuit sa route vers le sud, vers l'inconnu. Mi-août, on sent déjà dans l'air une fraîcheur automnale. Dans son errance, Bineux a laissé Bjørndalen loin derrière elle, alors que Refs et sa famille y sont restés. Eux se contentent des plus maigres trouvailles, même s'il s'agit de les glaner dans la décharge proche de la mine. Ne rien dédaigner à l'approche de l'hiver. Les renardeaux ont déjà retenu cette leçon. Inlassablement, de nuit comme de jour, les caribous continuent à brouter avec un zèle qui leur vaut d'ailleurs d'impressionnants ballonnements. Le pire est que rien ne dit que ce broutage intensif les sauvera cet hiver de la famine. 20% d'entre eux n'y survivront pas. Bineux suit le relief de la côte, escaladant des falaises ou contournant à la nage les petits caps qu'elle rencontre. Son épuisement menace à tout instant d'interrompre cette fuite en avant. Pourtant, jour après jour, l'ours tient bon, porté par son instinct qui lui commande d'aller chercher toujours plus loin. Son intuition ne l'a pas trompé. Un grand cachalot, vieux ou malade, va s'échouer dans une de ces baies pour y mourir. Bineux arrive justement dans ce fjord qui se trouve à 160 km de l'endroit où elle est née, sur la côte nord-ouest du Spitsberg. Et là, sous ses yeux, un festin tel qu'elle n'en a jamais vu. 27 tonnes, dont au moins un quart de graisse. Sa planche de salut. Les cachalots ont sous la peau un matelas de lard d'au moins 15 cm d'épaisseur. Une dizaine d'ours pourraient faire ici leur réserve pour l'hiver. Pendant presque toute la journée, Bineux profite seule de cette aubaine. Puis elle voit approcher une mère et ses petits. Les oursons têtent encore leur mère, mais sont curieux de savoir quel goût peut bien avoir cette montagne toute flasque. Repu, Bineux s'éloigne pour faire une sieste. D'autres ours affluent à présent sur la plage. Encore une femelle, suivie de rejetons déjà relativement grands qui devront sans doute, dès le printemps prochain, se débrouiller sans leur mère.
Un 7e arrivant s'invite au banquet, un mâle d'au moins 500 ou 600 kilos. Rien n'indique qu'ils viennent pour autre chose que pour manger. Mais les femelles, surtout quand elles ont des oursons, se méfient a priori des mâles, avec juste raison. C'est démontré, le mâle solitaire n'a aucune intention belliqueuse, il est admis à partager ce festin. Binne a été privé de phoques à cause du réchauffement climatique. Comble de l'ironie, c'est peut-être pour la même raison que ce providentiel cachalot s'est échoué sur une plage du Spitzberg. Comme toutes les baleines à dents, les cachalots se nourrissent de poissons et de calmars qui vivent dans les eaux froides et profondes. Mais comme l'océan se réchauffe, les poissons que l'on trouve habituellement plus au sud remontent vers le nord, se rapprochant de l'archipel norvégien, et du coup, les cachalots aussi. Ce visiteur a sauvé la vie de Binne et sans doute celle d'autres ours. Mais il n'y aura pas de cachalots égarés sur les côtes du Spitzberg tous les étés. Si la Terre continue à se réchauffer, la survie de tous les ours polaires des régions arctiques sera gravement compromise. Les experts estiment que 30% d'entre eux auront disparu d'ici à 2050. Pour l'instant, l'été s'achève, annonçant aux animaux du Spitzberg le retour prochain des épreuves imposées par l'hiver. Pour les caribous, ce sera chercher sous la neige de quoi brouter. Plus facile pour les campagnols. Ils rentreront tranquillement dans leur terrier où sont entassées leurs provisions. Les renardeaux de Ref jouent comme des bienheureux, ignorants de ce qui les attend. Les ours, quant à eux, resteront jusqu'au dernier moment auprès de leur trésor, jusqu'à ce que le gel l'ait rendu vraiment immangeable. Peut-être Binne acceptera-t-elle ce grand mâle solitaire comme père de ses premiers oursons. Ensuite viendra la longue nuit de l'hiver au bout de laquelle seuls les plus forts, les plus chanceux, les moins touchés par le désastre annoncé reverront la lumière du printemps.